ils avaient toute confiance en cette femme qui s'occupait de leur enfant. Elle avait des enfants depuis un petit moment, donc ça me rassurait. Elle avait des années d'expérience. Les enfants étaient propres, la maison était nickel. C'était quelqu'un que j'aimais comme une petite sœur, qui faisait partie de la famille, quoi. Et pourtant, ils ont fini par avoir des doutes. Déjà, il y avait beaucoup d'objets qui disparaissaient chez moi. Il a commencé à devenir agressif. Le matin, quand je le déposais, il me serrait dans les bras, mais il m'étranglait. Quand j'arrivais le chercher à 15 h, il y avait la table du midi qui n'était pas débarrassée avec une bouteille de rosé sur la table. Et ils ont découvert que la nounou trahissait leur confiance. J'ai découvert que ma nounou, elle était alcoolique. Elle faisait ses courses avec ma carte bleue. Papa, tu sais, la fille de la nourrice, elle a fait comme ça. Alors il prend ma main, il prend mon doigt, il me dit, elle m'a mis le doigt dans le cucu. Des récits saisissants à découvrir dans toute une histoire. Alors le préjudice a été estimé par le juge d'instruction entre 20 et 60 000 euros. J'étais tellement sidérée que même quand elle a avoué, j'y croyais toujours pas. Bonjour à tous, merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro de Toute une histoire. Je suis certaine que vous avez déjà eu envie un jour de vous glisser dans la peau d'une petite souris pour espionner la nounou de votre enfant. Quand on laisse ce que l'on a de plus précieux au monde, on veut être sûr que la personne que l'on a choisie est bien la meilleure pour en prendre soin. Mais peut-on vraiment en avoir la certitude? Pas si sûr, à en croire l'histoire de nos invités que nous allons découvrir dans un instant. Mais d'abord, je vais consulter les personnes qui sont autour de moi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des doutes concernant la nounou de vos enfants? Oui. Oh là là. Bonjour. Vous appelez? Monique. Monique. Alors moi, c'est pareil. Mon fils était en nourrice et je travaillais. Et quand je le récupérais après mon travail, c'est souvent qu'il vomissait dans le landau, ou qu'il n'était pas bien, ou qu'il ne sentait pas bon. Donc j'avais des doutes, alors je le douchais avant d'aller faire mes courses, tout ça. Puis au bout d'un moment donné, je suis partie plus tôt de mon travail et je suis arrivée chez la nourrice. Et là, je me suis aperçue que tous les enfants de la maison, ils couraient partout pieds nus. Donc les draps étaient sales. Mon fils, il avait des saletés dans le nez, dans les oreilles. Il n'était pas propre, vraiment, il sentait tout le temps mauvais. Et en plus, un jour, je me suis aperçue aussi que niveau alimentaire, il avait un petit pot et une banane. Alors sur la table, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour manger. Moi, je faisais que des plats frais à mon fils. Et à l'époque, en 75, je donnais pas de petits pots à mes enfants. Je faisais des plats tout frais. Donc vous l'avez retiré? Et donc, je l'ai retiré. J'ai retrouvé après une nourrice parce que, heureusement, toutes les nourrices ne sont pas comme ça. J'ai une super nourrice après qui a pris mon fils, qui me l'a emmené pendant 1 mois à la campagne. Grâce à ça, mon fils, après, il a marché. Il a été propre sur le pot et après, il avait pris du poids. J'étais très heureuse de l'avoir changé de nourrice. Très bien. Moi, j'ai eu une nounou qui ne s'occupait pas du tout de mes enfants. Elle passait son temps devant la télévision ou au téléphone. Comment vous en êtes rendu compte? J'ai fait parler la femme de ménage et on est rentré plusieurs fois à l'improviste. Et mon fils était dans son lit à barreaux avec ses jeux à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mes parents sont venus écouter à la porte que la télé marchait tout le temps. Et à l'extérieur, au parc, elle hurlait sur les enfants. Ça, on me l'a dit après. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai eu des doutes. J'étais en garde partagée. On a essayé de s'en séparer, ce qui n'est pas possible. Et finalement, heureusement, l'autre famille a eu une place en crèche. Et du coup, on a mis fin au contrat. Vous avez été soulagée? Ah oui, parce qu'on part travailler la boule au ventre quand même, quand on sait que ça se passe mal avec les enfants, même s'il n'y avait pas de violence en soi, on a envie du meilleur pour ses enfants. Alors, nos invités, eux, pensaient avoir trouvé la nounou idéale et pourtant, elle a trahi leur confiance. Ils vont nous raconter leur mésaventure dans toute une histoire. Et puis, juste après, vous retrouverez la pétillante Sophie Favier dans l'Histoire continue. Elle nous fait le plaisir de venir nous donner de ses nouvelles. Mais avant cela, nous allons nous intéresser au témoignage d'Anne. Bonjour, Anne. Que
Que vous évoque le titre de notre émission, Anne? Eh bien, moi, j'ai eu une nourrice quand mes enfants étaient en bas âge, en qui j'avais toute confiance et qui a trahi ma confiance à un point que je ne pouvais pas imaginer. Vous l'avez découvert combien de temps après l'avoir Très longtemps après. fait travailler? Très longtemps. Très longtemps. Alors, dans quelles circonstances l'avez-vous recrutée, cette jeune femme? Je l'ai recrutée par petite annonce. Et j'avais eu quelques déboires avec des nounous précédemment, donc ça a été un petit peu le hasard. Elle est venue un jour où je n'étais pas là. Mon mari l'a recrutée pour le jour même, parce qu'on était vraiment à la bourre. Et comme j'avais une profession libérale, j'étais absente très longtemps. Donc quand je suis rentrée le soir, les enfants étaient propres, la maison était nickel. Il y avait un petit repas chaud qui nous attendait. Les enfants avec quel âge? Ils étaient tout petits. J'avais un enfant de 5 ans, une petite fille de 4 ans et 2 jumeaux de 1 an. D'accord, donc super bonne impression, tout Très était bonne fait, impression. les enfants étaient propres, la maison était très propre. J'ai dit à mon mari le soir même, il faut qu'on l'augmente. Parce que si on la paye comme une nounou, on ne va pas la garder et elle ne restera pas chez nous. Donc vous avez décidé de l'embaucher et de bien la payer. Et de bien la payer pour la garder. Vous avez tissé avec elle quel genre de lien? Des liens très amicaux. Qui se traduisait comment? Eh bien, déjà, je lui faisais une grande confiance pour tout ce qui était gestion de la maison, gestion des enfants. Elle allait aux réunions des parents d'élèves, elle allait habiller les enfants dans les grands magasins. Elle s'occupait de faire la cuisine, de faire les courses, elle gérait ma vie, en fait. Aller aux réunions parents d'élèves, vous trouviez que c'était sa place? Ben, des fois, j'avais pas le temps et puis je trouvais qu'elle avait une bonne mentalité, un bon comportement. Je la trouvais intelligente. Pourtant, elle n'avait pas fait d'études, mais elle était vraiment... j'ai l'impression d'avoir une fille qui avait les pieds sur terre. Donc vous l'aviez prise un peu sous votre aile. Oui, Vous étiez dans quelle situation personnelle? j'étais mariée. Et elle? Elle, au début, elle était jeune fille, parce qu'elle est plus jeune que moi. Puis ensuite, elle s'est mariée. Puis ensuite, elle a eu des enfants. Et pendant tout ce temps-là, elle était employée chez moi. Et son mariage a tenu? Non, elle a divorcé. Et ensuite, elle a rencontré une autre personne avec qui elle a eu un autre enfant. Vous étiez un peu sa confidente? Un petit peu. Ouais. Donc vous l'aidiez, elle avait confiance en vous. Oui, je pense qu'elle avait confiance en moi et moi, j'avais confiance en elle. Donc alors que justement vous aviez une confiance absolue en cette nourrice, certains comportements quand même auraient pu vous alerter. Lesquels? Eh bien, déjà, il y avait beaucoup d'objets qui disparaissaient chez moi. Et comme mes enfants étaient petits, je pensais toujours que c'était les enfants qui avaient déplacé les objets. Ou Quel genre d'objets? des bibelots, des jeux vidéo, des DVD, des livres, des bijoux. Autre chose aurait pu vous alerter? Je n'avais jamais été chez elle une seule fois. Ça vous paraissait bizarre? Un petit peu. Vous avez formulé le vœu d'y aller ou pas? Non, pas du tout, mais une fois j'avais perdu mes clés, c'était très tard le soir et je l'ai appelée pour lui demander de venir chercher mes clés chez elle. Et elle m'a dit non, je vais venir moi. Alors on pouvait prendre ça pour du dévouement ou pour le fait qu'elle ne voulait pas que je vienne chez elle. Elle avait votre carte bleue? Oui, Elle faisait le marché? elle faisait mes courses. Vous vérifiez les comptes? Alors je vérifiais les comptes, mais je trouvais que la vie était très chère et que elle dépensait, par exemple, une fois, elle a dépensé 250 € dans une grande surface et le lendemain, elle a dépensé 150 € dans une autre grande surface. Je lui disais, on dépense trop d'argent, on gaspille trop de nourriture, mais c'est tout, quoi. Et le frigo était plein à chaque fois? Oui, le frigo était plein. Bon, donc vous remarquiez ces petits détails sans vraiment y prêter attention. Pourtant, ils auraient dû vous mettre la puce à l'oreille. Bah oui, mais j'avais une telle confiance en elle que pour moi, elle était insoupçonnable. D'ailleurs, une fois,
J'ai eu des achats sur Internet et je n'achetais rien sur Internet à l'époque. Donc je lui ai dit, je me suis fait pirater ma carte. Il faut vite que j'aille faire opposition à la banque. J'ai fait opposition à la banque et je lui ai redonné ma nouvelle carte. Vous nous raconterez tout à l'heure à quel point cette femme a trahi la confiance aveugle que vous lui portiez. Mais avant cela, nous allons ouvrir la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Le meilleur pour mon enfant ». Et on va saluer Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment réagissez-vous au témoignage d'Anne? Qu'elle avait vraiment totale confiance en la personne qui gardait ses enfants. Comme vous? Ah oui. Comme Qu'est-ce moi, que ouais. vous avez découvert, vous, au sujet de votre nounou? J'ai découvert que ma nounou, elle était alcoolique. Vous l'avez découvert rapidement? Je l'ai découvert pas rapidement, mais par petits signes. Alors, vous aussi, au premier contact, vous avez cru trouver la Mary Poppins de vos rêves. Oui. Au bout de combien de temps avez-vous confié votre bébé à cette femme? J'ai dû le confier à temps plein quand j'ai repris en fait mon travail. Qu'est-ce qui vous a immédiatement donné confiance en elle? Le premier rendez-vous, donc elle répondait à mes questions, comme j'attendais, ça allait. J'avais visité son appartement qui était propre, donc il n'y avait pas eu de problème. Elle avait l'air très professionnelle. Et avec, Elle avait une bonne réputation? Je ne savais pas trop parce que moi je l'ai contactée par les numéros en fait, qu'on nous donne pour trouver donc des nounous. Et elle avait pas mal d'années d'expérience qui me rassuraient. Vous étiez dans quel état d'esprit le premier jour en déposant votre petite Calvin chez elle? En le déposant, c'était dur. Hein. C'est à la fois j'étais triste, j'étais angoissée de le laisser. Je pleurais, mais elle a su elle me réconforter, quoi. Donc, Vous avez pu partir l'esprit tranquille au travail. oui, l'esprit tranquille quand même, avec la boule au ventre de laisser son enfant, vu que je l'avais jamais laissé une journée entière depuis sa naissance. Mais elle avait su me rassurer avec... Est-ce que vous l'avez appelé plusieurs fois dans la journée pour prendre des nouvelles de votre fils? Donc j'avais demandé si je pouvais l'appeler. Ouais. Donc apparemment ça l'a gênée un peu, donc on avait vu que je l'appelle donc une fois le midi. Donc au début je l'appelais une fois le midi pour savoir comment tout se passait avec Calvin. Et au fur et à mesure en fait du temps, c'était juste un texto qu'elle m'envoyait, quoi. Ça l'a gênée un peu. Moi j'ai le sentiment que ça l'embêtait. Alors, est-ce que vous avez eu des raisons de vous méfier? Il y a des petits signes qui vous ont alerté? J'ai découvert au fur et à mesure. Oui, j'ai eu quelques petits signes au fur et à mesure en fait du temps. Par exemple, il y avait quand j'arrivais le chercher à 15h, il y avait la table du midi qui n'était pas débarrassée avec une bouteille de rosé sur la table. Ou il y avait, Calvin, je le récupérais alors que normalement il devait finir sa sieste. Il était fatigué, même si c'était un bébé normalement, ça devait aller, mais non, là il était fatigué. Il se rendormait de suite dans la voiture parfois, quand je le récupérais. Vous lui en parliez de tout ça? Non, je lui en parlais pas. Et puis d'autres éléments sont venus renforcer cette impression de laisser aller. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Une fois, en rentrant du travail, j'ai été malade. Et donc, du coup, je lui ai demandé d'emprunter ses toilettes. Et là, quand je suis arrivée dans ses toilettes, c'était sale, c'était très, très, très sale. Et du coup, je me suis dit, pour quelqu'un qui garde des enfants, c'est grave. Et donc, du coup, après, je suis revenue. Puis, elle a fait comme si de rien n'était. Moi, je n'ai pas su quoi dire parce que je suis restée un peu stupéfaite de voir ça. Et voilà, j'ai pris Calvin et on est parti. Mais quand même, ça devait trotter dans votre tête, là. Vous deviez être inquiète. Oui, j'étais de plus en plus inquiète. Et pourtant, vous avez fait le choix de ne pas parler de vos doutes et de continuer à lui faire confiance. Parce que je suis un peu... j'angoisse facilement, je suis vachement anxieuse. Calvin, c'est mon premier enfant, donc je me suis dit, je me fais des films. Puis elle avait des enfants depuis un petit moment, donc ça me rassurait. Elle avait des années d'expérience.
Et Elle puis- a senti que vous étiez inquiète? Non, Elle je a pense tenté pas. de vous rassurer? Non, surtout ça, non. Sur après, surtout ces signes, non, parce que j'en ai jamais parlé, mais après, elle essayait de... Enfin, elle me disait que ça va. Voilà, ça allait. Et puis elle a fait une petite fête à Noël. Voilà, à Noël, elle avait fait donc une petite fête avec d'autres parents donc, et nous. Et bon, du coup, ça m'a rassurée. Parce que je me suis dit, il y a d'autres parents, voilà, c'est que leurs enfants, ils étaient bien. Donc, ça m'a rassurée, ça m'a enlevé mes doutes. Voilà. Alors vous aviez mis toutes vos inquiétudes de côté jusqu'à ce Oui. jour fatidique où l'évidence a fini par être là, Ouais. sous vos yeux. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée chercher Calvin à 15h avec mon conjoint. Et de là, donc, on a sonné à l'interphone. Il n'y avait pas de réponse. On a sonné plusieurs fois, donc sans réponse. Du coup, il y a un voisin qui nous a ouvert. Donc, elle habitait au rez-de-chaussée. Donc, on est allé à sa porte. J'entendais juste Calvin gazouiller et c'était tout. Donc, on sonnait, ça ne répondait pas. Donc, on est ressorti parce que donc, de dehors, on pouvait voir chez elle, donc, comme elle était au rez-de-chaussée. Et là, on l'a vue donc complètement sur son canapé, amorphe, les bras pendants, la tête pendante, et en train de dormir, et Calvin seule dans le transat. Voilà. Et, on va demander à Yvonne Poncet-Bonissol, notre psychologue, de porter un éclairage sur cette histoire. Vous portez quel regard sur ce témoignage? Alors déjà, avant tout abus de confiance, eh bien, il y a déjà des prémices. On entend chez vous que vous aviez des angoisses, que vous aviez peur pour votre fils, que vous avez absolument besoin que tout soit parfait pour lui. Ouais. Mais vous n'osiez pas non plus faire une lecture de ce que vous voyez chez la nounou. Même les toilettes et le manque d'hygiène, Ouais. quelque part, vous dites, bah, c'est moi qui suis anxieuse, j'en fais toute une histoire. Et vous avez fait une forme de confusion par rapport à l'objet de votre angoisse qui était quand même réel. Et cette femme, qui donc avait quand même une hygiène très douteuse et était alcoolique, vous aviez des indices, mais pas possible de les faire venir à la surface, parce qu'elle avait un peu pris le pouvoir sur vous, vous en aviez peur. On sent, quand vous en parlez, que quelque part, elle était très affirmée et que tout ce que vous auriez pu lui présenter comme dysfonctionnement, elle l'aurait nié de toute façon. Et ensuite, il y a un autre élément, c'est que pour justement occulter toute cette face cachée, eh bien, elle faisait des petites fêtes, elle faisait venir d'autres parents. Donc, elle offrait une image très, très lisse de la nounou parfaite. Mais quand on voit les toilettes, ça révèle quand même la partie cachée, on peut le dire. Et vous aviez, de par votre nature anxieuse, pas voulu souligner ces dysfonctionnements et vous auriez dû faire venir, un petit peu faire venir votre époux pour qu'il ait un regard plus objectif, parce que votre anxiété donnait une forme d'aveuglement et vous ne voyez rien et vous ne vous autorisiez pas à penser au pire. Ouais. Alors, bien sûr, tous les nounous ne sont pas comme ça. En plus, vous avez trouvé une nounou qui était agréée par les petites annonces, c'est quand même un peu difficile. Il faut faire un entretien à deux avec le mari dans un premier temps. Il faut faire 2 entretiens. Il faut voir comment l'enfant se comporte avec la nounou. Ça, l'enfant a souvent du feeling de ce qui peut se passer. Mais bon, on peut malgré tout faire tout cela en bonne et due forme, mais débusquer une personne qui a un double visage, eh ben, c'est très difficile. C'est très difficile d'autant plus que vous avez une dimension très affective. Vous êtes déjà dans la culpabilité de laisser vos enfants. Donc déjà, cet aspect affectif vous aveugle et vous ne voyez rien de ce qui dysfonctionne. Moi, je me souviens d'avoir laissé mon fils à sa nounou, pareil, la boule au ventre. Il avait 2 mois et demi quand j'ai repris le travail. Et quand j'étais rentrée le soir, il avait tourné la tête dans l'autre sens. C'est possible ou pas ? Ah oui, parce qu'il vous en voulait de l'avoir laissé. Mais à 2 mois et demi, il peut réagir comme ça. Parce que je me suis dit, il me fait la tête, quoi. Il avait tourné... Il vous faisait la tête. Mais je crois que de plus en plus, on voit combien l'enfant est perméable à une ambiance, à des cris. Il sent tout. Et je crois qu'il faut décrypter le comportement de l'enfant pour voir si ça dysfonctionne ou pas. Il faut d'abord faire confiance à l'enfant et à ses réactions. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le seul père sur notre plateau aujourd'hui. Pour quelle raison avez-vous choisi de témoigner de manière anonyme ? Alors, tout simplement pour protéger mon fils. L'histoire que vous allez nous raconter remonte à plusieurs années. C'est ça. Qu'est-ce qui vous avait motivé pour prendre une assistante maternelle agréée ?
Alors la motivation première, c'était que j'étais resté 2 années à la maison, donc avec mon fils, donc j'étais un papa à la maison. Et puis il arrive un moment donné, on a aussi envie de travailler, envie de s'épanouir. Et puis voilà, donc il fallait trouver une nourrice. Vous étiez séparé de la mère de cet enfant? Du tout, hein, simplement donc la maman de mon fils avait une excellente situation. Donc voilà, il y avait maman qui travaillait et papa qui était à la maison pour s'occuper du bambin. Voilà. Quelle a été votre première impression quand vous l'avez rencontré, cette personne? Alors la première impression que j'ai eue quand on l'a rencontrée, elle était tout à fait bonne, elle était douce, elle était souriante, elle nous expliquait de quelle façon elle allait s'occuper de mon fils. Et puis voilà, elle nous montrait un petit peu l'ambiance dans laquelle il allait pouvoir évoluer. Et d'autre part, cette nourrice faisait partie du centre communal d'action sociale, c'est-à-dire organisme d'État. Donc présenté en plus par une inspectrice, donc c'était un gage de confiance. Donc, il y avait tout pour être rassuré. Tout pour être rassuré. Sur ce choix. Voilà. Et puis, il y avait d'autres enfants aussi qui étaient gardés. Quel souvenir vous gardez des premières semaines de garde? En fait, tout se passait bien. Il était gai, il était tout à fait content d'y aller, tout à fait content que je le reprenne le soir. Voilà, il n'y avait pas de prémisse dans son comportement à ce que ça se passe mal. Au fil du temps, vous avez noué d'autres liens avec elle? Alors au fil du temps, on causait de la pluie, du beau temps, je lui parlais de mon travail, de mes soucis professionnels, elle me parlait de la journée, elle me disait tiens aujourd'hui il a mangé ça, il a fait ci, il a fait ça. Tout était fait pour que ça se passe bien. Voilà. Il n'y avait pas d'alerte. Et surtout une confiance qui se tissait. Je restais parfois même, lorsque j'allais chercher mon fils, des fois une demi-heure à discuter avec elle. Voilà. Et puis, vous avez constaté des changements dans le comportement de votre fils? Oui, il a commencé à devenir agressif. Le matin, quand je le déposais, il me serrait dans les bras, mais il m'étranglait. Là, je me disais, mince, bon, il est peut-être en train d'avoir une réaction, c'est peut-être difficile pour lui. Je suis resté très longtemps avec lui. Comme j'étais vraiment la pièce maîtresse au quotidien pour lui, je me disais, voilà, il est en train de prendre conscience que maintenant c'est une nourrice, c'est une autre personne qui s'occupe de lui. Il avait quel âge là? Il avait 3 ans. Il est arrivé chez elle, il avait 2 ans. D'accord, donc ces premiers signes sont apparus 1 an après? Pas tout à fait 1 an après, pas tout à fait. Et puis un jour, donc la nourrice nous a dit, tiens, papa et maman, je vais les mettre dans le garage et je vais leur rouler dessus. Et alors? Et alors, donc à ce moment-là, on ne s'est pas posé de questions sur la nourrice. On s'est dit, tiens, et peut-être qu'il n'est pas bien. Moi, le soir, quand je le récupérais, il était tout timide sur son petit tracteur. Vous aviez l'impression qu'il régressait? Alors, pour moi, oui, il régressait, parce qu'en plus de cela, c'est passé une chose, c'est qu'il a commencé à devenir, à manquer de propreté, à refaire donc aussi bien le pipi que ses selles. Donc, il a fallu repartir dans un apprentissage de la propreté. Alors, vous disiez quoi? On se disait, tiens, c'est une régression. On ne mettait pas un mot particulier dessus. C'est une régression. Mais on ne se disait pas qu'il y avait un problème psychologique. Vous avez parlé à la nounou de ça? Alors, oui, cette agressivité Alors, l'agressivité, oui, on en parlait. Alors, elle nous disait qu'effectivement, il y avait des petits moments avec les autres enfants où il n'était pas gentil. Mais c'était toujours de la faute de mon fils. Et puis, les événements ont commencé à prendre une nouvelle tournure. Que s'est-il passé? Alors, les éléments qui ont pris une nouvelle tournure, c'est nous partons en vacances. Et puis, moi, toujours très proche de mon fils, on prend la douche ensemble, comme d'ailleurs il la prenait avec sa maman. Et puis, il me dit, papa, tu sais, la jeune fille de la nourrice, la fille de la nourrice, elle a fait comme ça. Alors, il prend ma main. Il prend mon doigt, il me dit, elle m'a mis le doigt dans le cucu. Et alors là, à ce moment-là, je dis, c'est pas possible, hein. Ça peut être que vrai, mais tout de suite. Je dis, mon fils ne dit que la vérité. Et je le fais verbaliser un maximum les choses. Moi, en essayant de maîtriser au maximum ma peur intérieure, parce que franchement, j'étais apeuré, je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? J'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et donc, je le fais verbaliser, je fais répéter les choses, répéter les choses. Puis à ce moment-là, donc, je monte voir à l'appartement ma compagne, je lui dis, voilà,
Puis on était en vacances, donc il y avait la belle famille avec nous et tout. On raconte ça à la belle famille, alors là, ça part. Hein. C'est-à-dire là, c'est la catastrophe. Et donc, ma compagne fait reverbaliser donc à mon fils. Et puis, donc, on prend la décision donc, de prendre contact au retour de vacances avec le Centre communal d'action sociale, de prendre un rendez-vous. Et à ce moment-là, donc, la directrice me dit « Oh, vous savez, c'est une nourrice qui est formée, c'est pas possible, il n'y a pas pu arriver ce genre de choses, nous connaissons bien sa fille, non, ça n'a pas pu arriver. » Et là, à ce moment-là, je me fâche, je lui dis « Non, ça ne peut que s'être passé. » Je crois que votre fils, vous avez fait une autre confidence. Ah oui, la confidence que la fille de la nourrice s'occupait de lui, le mettait au lit, le lavait. Elle avait quel âge, la fille de la nourrice ? Elle avait 21 ans. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elle avait un grain. Elle avait ? Un grain. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'était une jeune femme attardée. Elle était donc placée dans un IME, donc Institut médical éducatif, et donc elle n'avait pas toute sa tête. Et l'autre confidence, alors qui n'en était pas une vraiment, c'est un jour j'étais avec la nourrice qui était dans la cuisine, la fille de la nourrice qui jouait avec mon fils. Elles étaient en train de faire un puzzle. Et la fille de la nourrice me dit « Ah, vous avez vu, c'était un puzzle avec des animaux. » Elle me dit « Oh, on croirait une partouze. » La fille de la nourrice qui était là lui dit « Ah, mais... donc je ne vais pas citer son prénom. Tu dis n'importe quoi. Oh là là, quand même. » Moi, je me dis, bon, de toute façon, je m'en fiche, c'est pas elle qui s'occupe de lui, là, elle est juste en train de jouer avec lui et à côté d'elle. Voilà. Et donc, c'était ce genre de choses, quoi. Voilà. Yvonne, une réaction sur ce témoignage ? Alors, je pense que Pierre doit être coupable de ne pas avoir été vigilant, pas vigilant, mais de ne pas avoir perçu rapidement ce qui se passait avec son fils. Vous évoquez les comportements régressifs, les pleurs, le fait qu'il s'agrippait à vous. Donc ça, on a dit tout à l'heure, très très important de regarder les réactions de l'enfant lorsqu'il va chez la nounou. C'est pas anodin. Mais je pense que cette culpabilité, il faut pas l'intérioriser. La faute, elle est où ? Elle est du côté de la nounou, elle n'est pas du côté de votre fils, parce que c'était toujours lui qui était coupable, et maintenant c'est vous qui êtes coupable. Je crois que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez tout de suite fait en sorte de faire verbaliser à votre fils ce qu'il a subi. Tout de suite, vous avez pris aussi contact avec les services sociaux, parce que ça mérite quand même un signalement, pour que ça ne se répète pas sur les autres enfants. Nous découvrirons la suite du témoignage saisissant de Pierre, juste après ces quelques bandes annonces. À tout de suite. Toute une histoire, ce sont des témoignages émouvants, étonnants, mais aussi des éclairages sur vos propres expériences grâce aux conseils avisés de nos experts. Marc Gégère, notre avocat pénaliste, Frédéric Farigou, notre psychothérapeute de couple. Il faut vraiment s'éloigner de l'idée si je maigris, ça va résoudre tous mes problèmes. Yvonne Poncé-Bonissol, notre psychologue spécialiste des relations familiales. Ce que vous dites de votre histoire, c'est un peu ce que vous avez vécu vous. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est juste de l'ordre de la répétition. Nicolas Sahuc, notre diététicien. Marc Géraud, notre sexologue. Yasmine, mais est-ce que vous vous occupez de vous, vous-même ? Est-ce que vous écoutez votre corps ? Et Amina Yamnian, notre obstétricienne. Chaque jour, suivez leurs conseils dans toute une histoire. Il faut regarder jusqu'à la fin de l'émission, j'ai plein d'autres choses à dire. Vous aussi, vous pouvez venir témoigner sur notre plateau. Votre métier fait rêver. Pourtant, personne n'imagine le revers de la médaille. Pour le travail, vous avez voyagé aux quatre coins du monde, tout le monde vous enviait, sans savoir que vous rencontriez de grandes difficultés. Votre désir de faire carrière dans le mannequinat vous a fait basculer dans l'anorexie ou la drogue. Sportif de haut niveau, à force de vouloir vous dépasser, vous avez mis votre santé en danger. Tout le monde vous envie d'avoir été sous les projecteurs, mais personne n'imagine l'envers du décor et les sacrifices que cela vous a coûté. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de Toute une histoire. C'était le 14 mars 1971. J'avais 16 ans.
Je rêvais de devenir danseuse. Et en fait, le premier spectacle que j'ai fait, c'était la première partie d'un grand professionnel. Il y a quelqu'un de l'équipe qui est venu me chercher, qui m'a dit « Je t'ai remarqué, il veut te voir. » Et ben, voilà, donc j'ai dit « Pourquoi il veut me voir ?» Bon. J'ai été présentée à lui, il m'a serré la main. Voilà, il m'a fait beaucoup de compliments, il m'a fait des avances, il m'a pris par la main, il m'a assise sur ses genoux. J'en bégaye encore. Je vais vous dire que quand il m'a embrassée, par contre, je suis sortie de la loge affolée. Mon histoire a duré 6 ans. Mais avec quelle star Christine a-t-elle eu cette liaison? La réponse bientôt dans Toute une histoire. C'est inoubliable en tout cas. En 2008, Sophie Favier s'était confiée à Jean-Luc Delarue à propos de son rôle de mère. J'ai tout envie de l'embrasser, de dire que je l'aime. Je suis très possessive. Elle est trop possessive, cette maman? Je sais pas, enfin elle m'aime beaucoup. Ah ouais, beaucoup, hein, j'ai l'impression. Hein. Après avoir disparu des écrans, l'ancienne animatrice télé nous donnera de ses nouvelles. La vie, elle est passée vite. Aujourd'hui, ma fille, c'est une jeune femme, elle a 18 ans. Et voilà, il faut peut-être que je m'occupe un peu de moi aussi. Quels sont ses projets? Réponse tout à l'heure dans l'Histoire continue. Nous sommes de retour sur le plateau de Toute une histoire avec un thème qui a certainement une résonance toute particulière aux oreilles des parents qui nous écoutent. La nounou a trahi ma confiance. C'est le titre de notre émission et c'est avec Anne que nous allons ouvrir notre deuxième partie que nous avons intitulée Défaire ses œillères. Vous nous parliez tout à l'heure, Anne, de cette nounou en laquelle vous aviez toute confiance. Après s'être occupée de vos enfants, cette femme a même pris soin de votre père. Dans quelles conditions cela s'est-il passé? J'ai pris mon papa chez moi parce qu'il était trop âgé et il ne savait pas s'occuper de lui tout seul. Donc, il habite toujours actuellement chez moi. Et bien sûr, j'ai fait appel à elle pour garder mon père, comme j'avais fait appel à elle pour garder mes enfants. Donc, elle avait passé combien de temps à travailler chez vous avant de s'occuper de votre père? Je ne me souviens plus, mais des années, puisque je l'ai embauchée quand mes enfants étaient petits. Puis ensuite, mes enfants sont partis en internat. Et là, elle restait quand même à la maison un petit peu, mais beaucoup moins. Et puis, de fil en aiguille, la continuité s'est jamais vraiment arrêtée avec elle. Et puis ensuite, elle s'est occupée un petit peu de ma mère. Et puis après, elle s'est occupée de mon père à mon domicile. Donc, elle avait l'habitude de chez moi. Elle connaissait très bien ma maison. Donc, il y a un événement qui vous a permis d'ouvrir enfin les yeux sur cette personne qui s'occupait de votre tribu. Voilà. Lequel? Eh bien, un jour, la banque de mon papa a appelé en disant que son compte était à découvert. Donc, j'étais très, très étonnée parce qu'il avait des économies et il touchait sa retraite tous les mois et moi, je ne touchais pas son argent. Donc, j'étais étonnée, je pensais qu'il y avait une erreur. J'ai immédiatement contacté ma sœur qui gérait les comptes de mon père. Et là, elle aussi, elle était tombée des nues. Et elle m'a dit, c'est pas possible, il doit y avoir un problème de piratage, etc. Et encore, elle s'est mise à soupçonner donc cette femme d'avoir détourné l'argent de mon père. Toutes ses économies, plus sa retraite. Quel genre de dépenses? Alors, c'était des dépenses au niveau vêtements, jeux vidéo, téléphone, abonnement téléphonique, prêt à la consommation. Comment vous l'avez découvert tout ça? Eh bien parce qu'après, il y a eu une enquête qui a été faite et on a eu les relevés de compte de mon père qui disparaissaient justement bizarrement depuis qu'il était chez moi. On ne recevait jamais de relevé de compte. Et alors ça représentait une somme de combien, tout ça? Alors le préjudice a été estimé par le juge d'instruction entre 20 et 60 000 euros pour mon père et à peu près la même somme pour moi. Parce que comme elle faisait ses courses avec ma carte bleue, j'ai compris qu'elle faisait aussi les courses pour elle. Alors votre sœur était persuadée de la culpabilité de cette personne et elle a décidé d'avoir une discussion avec elle. Oui. Qu'est-ce qui est sorti de cette Alors confrontation? le soir même, elle a convoqué chez moi. Je suis venue et elle l'a avoué.
Mais elle l'a avoué à sa façon, en disant que mon père l'aidait car elle était en difficulté financière. Or, mon père ne pouvait pas l'aider puisqu'il était beaucoup trop âgé pour avoir une notion quelconque de l'argent. Alors, nous avons fait une expertise psychiatrique qui a démontré qu'il était dans un état de démence avancé et qu'il était incapable de gérer ne serait-ce que son argent, ses propres besoins, quoi. Alors, quand vous avez été convaincu de cette escroquerie... J'y croyais pas, même quand elle avait avoué, j'arrivais pas à y croire, quoi. Ça me paraissait trop... Ça faisait tellement d'années que je la connaissais, j'étais tellement sidérée que même quand elle a avoué, j'y croyais toujours pas. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, il y a d'autres choses qui sont remontées Ah bah oui, alors revenues. du coup, après, d'abord, de toute manière, lorsqu'on a eu cette explication ensemble, je lui ai dit, mais enfin, mais pourquoi tu as agi comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as des problèmes d'argent? Moi, je t'aurais aidé, puisque tu me disais que j'étais ta grande sœur. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas osé en parler. Elle a fait beaucoup de crédit à la consommation, en fait. Et puis, donc, le soir même, on lui a demandé de rendre les clés de la maison. Elle a été mise à pied et on lui a demandé de venir au commissariat de police le lendemain pour avouer. Et en fait, on lui a dit comme ça, on t'évitera la garde à vue, parce qu'on avait quand même encore de la compassion pour elle. Mais lorsqu'elle a été au commissariat de police, ils l'ont quand même mise en garde à vue, parce qu'ils ont dit qu'il y avait énormément de gens qui agissaient comme ça. Et alors, il y avait quand même eu d'autres événements. Alors, j'avais été cambriolée plusieurs fois. À chaque fois que je partais en vacances, j'étais cambriolée pratiquement. J'avais beau mettre des grilles, des alarmes, des serrures à double truc. Il n'y avait pas d'effraction? Il n'y avait pas d'effraction. Plusieurs fois? Oui. Et qu'est-ce qui disparaissait? Les consoles de jeux des enfants, la télévision, les vêtements en cuir, les flacons de parfum, l'argenterie de la grand-mère en argent massif. Voilà. Alors, il faut préciser qu'à ce stade, il ne s'agit que de suppositions, que vous n'avez aucune preuve concernant la culpabilité de cette femme. En quoi cette expérience douloureuse a-t-elle mis à mal votre capacité à faire confiance? C'est terrible de se sentir trahi sur autant d'années. C'est pas que le côté matériel, vous voyez. C'était quelqu'un que j'aimais comme une petite sœur et puis qui avait participé à éduquer mes enfants, qui était pour moi, qui faisait partie de la famille, quoi. Pour moi, elle faisait partie de la famille. Je l'avais amenée en vacances avec moi, je m'étais occupée de ses enfants. Est-ce que vous aviez déjà été confrontée à du personnel de maison auparavant, avant d'embaucher cette femme? Ça m'est arrivé, mais pas sur des périodes aussi longues quand même. Parce que souvent, il y a ça aussi. C'est souvent des premières expériences. On n'a pas forcément connu ça. On ne sait pas comment embaucher quelqu'un. On ne sait pas quelles règles imposer, à quoi il faut se... de quoi il faut se méfier. Dans une relation très familière, d'empathie, on l'a fait rentrer dans la famille et on oublie souvent ce qui vous est arrivé. Un élément essentiel, c'est l'envie des personnes de maison qui ont une moralité douteuse. Et donc cette envie fait qu'elle veut... C'est pas effectivement une question d'argent, mais elle voulait rentrer dans votre vie. Elle voulait rentrer dans ce que vous étiez, et c'était de l'envie qui l'animait. C'est pour ça qu'elle vous a volé, elle a raté quelque chose. Elle a usurpé votre vie. Oui, c'est vrai. Ça, c'est terriblement angoissant. C'est angoissant parce qu'on est face à trois abus. Il y a l'abus de confiance, l'abus de sympathie, et ensuite l'abus de faiblesse chez votre père. Donc 3 abus. Mais je crois que ça participe aussi du fait que vous êtes extrêmement gentil et que, au fond, vous avez vu une fragilité chez elle qui était réelle. Mais cette fragilité a fait que vous avez sans cesse donné, sans compter, et d'une manière très aveuglée. Il y avait une séduction de sa part. Parfois, justement, par gentillesse, on se trompe dans la place qu'on octroie à cette personne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment être, si on doit être autoritaire, si on doit être amical, convivial, etc. Et parfois, les rôles ne sont pas bien déterminés. On ne peut pas garder sa place, d'autant que cette personne est chez vous. Donc, vous en avez besoin. Et c'est vous. Elle prend le pouvoir parce qu'elle inverse les rôles. Vous en avez besoin. Et elle avait besoin de vous aussi, mais bon, c'est surtout vous qui en aviez besoin. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire en sorte qu'elle s'en aille.
Elle était trop Mais merveilleuse. c'est vrai ce que vous dites, J'imagine que Yvonne. les Il y enfants- avait, j'ai une petite anecdote au sujet de l'envie. Un jour, on buvait le café tous les matins avant que je parte au travail, on buvait le café ensemble. Et un jour, j'avais acheté une petite cafetière qui faisait du lait moussant. Et je lui ai dit, elle m'a dit, combien ça coûte cette petite cafetière? Alors je lui ai dit, ça vaut 70 €. Et quand on a regardé par la suite les chéquiers de mon père, on a vu cafetière, 70 €. Donc le lendemain, elle avait pris un chèque de mon père pour s'acheter cette petite cafetière. Donc en fait, il y avait beaucoup d'envie chez elle. Beaucoup d'envie, oui. Oui. Et moi, je ne me rendais pas compte. Mais vos enfants, ils devaient y être attachés. Oui, pas tous, mais en tout cas, il prenait souvent sa défense parce que comme je trouvais qu'il y avait des objets qui disparaissaient et beaucoup d'objets cassés, par exemple, j'avais... c'était un objet auquel je tenais qui n'était pas de valeur, mais j'aimais bien, c'était un thermomètre de Galilée. Et un jour, il n'était plus sur ma table de nuit et elle m'a dit, je l'ai cassé. Alors moi, j'ai dit, oh là là, elle casse beaucoup de choses quand même. Et un de mes enfants m'a dit, oui, mais maman, il n'y a que les gens qui ne travaillent pas qui cassent pas. Donc il prenait un peu sa défense, quoi. Je ne pouvais rien dire, c'était... Bon, elle n'a pas fait exprès... Donc c'est Ouais, vrai. Parfois aussi, on se dit que les enfants sont attachés, donc on va rien dire, même s'il y a des choses qui nous gênent, par culpabilité, par pour culpabilité. pas, pour pas déranger j'avais l'ordre des l'impression que choses. mes enfants l'aimaient beaucoup, oui. Mais elle savait se faire aimer. Je pense. Elle Et savait- puis il lui obéissait plus qu'à moi d'ailleurs. Et comme c'est vous vrai que étiez c'est absente, c'était une pas vraie facile. prise de pouvoir. Oui. C'est Ah The oui. Servant, le film The Servant, c'est-à-dire on ne sait pas qui est le maître dans la maison. Elle a pris la maîtrise de la maison et Par exemple, elle quand gérait on la maison. Quand on allait dans des fêtes familiales où il fallait bien les habiller, vous savez, les enfants, ils ne veulent jamais se mettre une chemise, un costume, etc. Avec elle, il n'y avait aucun problème. Je lui disais, tu me les emmènes à 7h à tel endroit. À 7h, ils étaient avec la chemise, le petit nœud papillon. Il lui obéissait beaucoup plus qu'à moi, en fait. Sophie, c'est en allant chercher votre fils chez sa nounou que vous avez découvert que cette femme était ivre sur son canapé. Comment vous avez réagi? Comment j'ai réagi au début, donc en entrant chez elle, on était sous le choc avec mon conjoint et donc on n'a rien dit. Sur le coup, on n'a rien dit. D'habitude, on parlait de la journée et tout. Et là, on a pris Calvin, on est parti de suite. Mais elle s'est réveillée quand même, elle vous a vu? Oui, oui, oui. Elle était gênée? Non, elle s'est réveillée, elle est venue m'ouvrir la porte des yeux grands ouverts et en m'accueillant comme d'habitude. Vraiment comme d'habitude. Et vous lui avez même pas dit, je vous ai vu dormir non, sur le canapé? j'ai rien dit. Non. Je ne savais pas quoi dire. J'étais sous le choc. Bon. Donc, vraiment, Et puis qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez porté plainte? Non, j'ai pas porté plainte. En fait, ma seule obsession, c'était d'enlever Calvin. Ouais. Que je voulais plus qu'il y retourne. Là, c'était fini. Et donc, du coup, je lui avais envoyé un texto pour lui dire que je lui mettais pas demain, en ne précisant aucune raison. Et j'ai ensuite contacté la PMI pour dire mon souci que j'avais eu avec elle. Et on m'a dit qu'en fait, c'était pas la première fois. Et... Alors, il le savait, mais il continuait à lui confier des ouais. enfants. Formidable, ça. Ouais, c'est très grave. Comment ça peut s'expliquer, ça? C'est quand même un truc de dingue. Mais il était toujours bien chez elle, malgré tout, lui. votre Calvin? fils. Oui. Ah oui. Mais il s'est habitué, l'enfant peut s'habituer à des situations qui sont difficiles. Et alors? Mais il faut le retirer, je veux dire que quand même... Non, mais d'accord, enfin, quand on pense que la protection maternelle infantile avait eu des témoignages selon lesquels cette femme buvait, Oui. comment il pouvait lui laisser l'agrément? Eh ben, je crois que normalement, un agrément, quand on est alcoolique, on l'enlève. Ouais. Mais elle a réussi peut-être à masquer, à être dans le déni. Je crois que souvent, l'alcoolisme, on peut lui dire, Madame, vous buvez. Elle peut dire non. Et c'est le propre des personnes qui ont une face Bien sûr. cachée. Elles reportent la culpabilité sur autrui et elles sont dans le déni le plus total. Oui, nous, d'ailleurs, après, on avait eu un rendez-vous donc, avec l'infirmière, donc moi-même et ma nounou. Et donc là, elle a tout nié. Enfin, tout ce que je disais, elle a complètement tout nié, voilà, et en me faisant culpabiliser, en me disant « Mais pourquoi vous me faites ça, Sophie? C'est pas gentil de me faire ça. Voilà, c'est exactement ce que nous dit Yvonne. Alors, ça vous a plongé dans quel état psychologique, vous? C'était horrible. Après, Calvin, il n'y est plus jamais retourné. Mais moi, j'avais une culpabilité en moi qui était énorme. Je pleurais
pendant longtemps. J'ai pleuré tous les jours. Et j'avais en même temps ce sentiment de honte de l'avoir laissé alors que j'avais vu quand même des petits signes avant. J'avais cette culpabilité de l'avoir laissé. Et j'étais vraiment triste et angoissée de devoir le relaisser à une autre nounou parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de devoir le relaisser puisque je devais travailler. Alors, cette expérience douloureuse ne vous a toutefois pas empêché de faire à nouveau confiance. Ouais. Se pardonner, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Et si vous souhaitez, vous, réagir en direct, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Twitter ou sur Facebook. À tout de suite. Un samedi après-midi sur la Côte d'Azur. Alors, tu t'amuses bien, mon cœur? C'est pas grave, regarde, elle rit quand même. Même si Sophie a le sourire, elle reste traumatisée par une expérience douloureuse liée à son fils, Calvin, 2 ans et demi. Allez, c'est pas grave. Je vais prendre le manteau, on va faire un petit tour, mon cœur, on va aller voir Tata Marjorie, d'accord? Allez. Quand il était bébé, Sophie a dû le retirer en urgence de chez sa nounou. Après quelques mois de garde, la jeune maman a découvert que la nourrice était alcoolique et ne s'occupait pas de son fils. Désormais, Calvin a 2 nounous. Marjorie est l'une d'entre elles. Coucou. Voyons mon cœur. Avec Marjorie, Sophie tente de tourner la page de cette mauvaise expérience. Ah mieux, moins stressée. Moins stressée, oui, tu m'as permis de reprendre confiance. Bien, C'était chérie. pas facile, mais t'as su... Je sais que Calvin, il est bien avec toi. Pas de souci, t'es bien avec Tata? Marjorie sait bien que Sophie est une maman stressée, mais jusqu'à présent, elle ne comprenait pas pourquoi. Quand j'arrivais, elle sentait l'alcool. Je me suis au début dit que peut-être elle se consacrait à un verre de vin. Bon, pour moi, c'était rien. Mais en fait, avec du recul, on voit très bien que quand on sent l'alcool, c'est pas qu'un verre de vin qu'elle boit. Bah ouais. Et je me suis dit, elle avait d'autres enfants avec qui ça se passait très bien. Donc je me suis dit, elle doit être bien. C'est moi qui me monte encore des films, elle doit être bien. Jusqu'au jour... Je l'ai retrouvée sur son canapé, complètement endormie. Du coup, elle sentait l'alcool. Et Calvin était seul, il était tout seul. Après cette révélation, Marjorie comprend mieux les inquiétudes permanentes de Sophie vis-à-vis de son fils. Ton histoire en tant que maman est très dure à accepter parce que je pense que moi, en tant que maman poule, j'aurais jamais une minute de plus laissé mon enfant ou mes enfants à cette personne, quoi. C'est sûr que... Donc je comprends que tu es stressée quand tu me laisses Calvin, c'est logique. Ouais. À fond. Allez, vas-y, maman. Ok, il fait encore. Enfin encore. Si Sophie n'avait pas réagi à temps, cette histoire aurait pu tourner au drame. Aujourd'hui encore, elle vit avec le poids de la culpabilité. Elle est devenue très vigilante et ne peut pas s'empêcher de questionner son enfant sur ses journées chez sa nourrice. Et chez Nounou, tu t'amuses bien aussi? Oui, j'ai envie de jouer. Il y a des jouets chez Nounou? Et tu fais bien dodo chez Nounou? Tu fais la sieste? Tu fais le gros dodo? Ouais. Ah. Est-ce que tu manges bien chez Nounou? Elle fait bien à manger? Oui. Pour Serge, le papa de Calvin, Sophie en fait un peu trop. Arrête avec la nounou. Ouais, mais comme ça, je sais que ça se passe bien. Je sais que tu t'inquiètes, mais ça va beaucoup mieux, c'est l'histoire ancienne. Oui, mais c'est juste histoire d'être vigilante et de savoir lui comment il se sent là-bas. Comme ça, il me répond. Moi, je suis contente. Enfin, tu prends pas les choses comme moi. Moi, je sais pas, c'est peut-être... ça doit peut-être pas être toutes les mamans, mais je sais pas. Du coup, ça m'a rendue anxieuse de le relaisser et j'aime bien lui poser des questions, ça me rassure. Ouais, je peux comprendre, mais pas... Faut pas sans cesse relancer. Ça va avec la nounou? Qu'est-ce que t'as fait avec la nounou? T'as bien mangé chez la nounou? Ouais, je comprends que c'était difficile pour toi, mais t'es une bonne mère et t'es même la meilleure des mères. Et voilà, faut pas s'inquiéter pour ça. Maintenant, tout va bien et maintenant, on part soleil levant, quoi. Malgré tout, il faudra encore beaucoup de temps à cette maman pour tourner définitivement la page de cette histoire. Cathy, bonjour.
Vous êtes la mère de Sophie. Oui. Ah, vous avez un micro. Vous avez tenu à accompagner votre fille aujourd'hui. Pour quelle raison exactement? C'est vrai que c'est moi qui ai vu l'appel à témoins. Je savais que ce sujet tenait beaucoup à cœur à Sophie, qu'elle est toujours angoissée, stressée. Et c'est pour ça que je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, oui maman, téléphone et comme ça on pourra donner notre témoignage. Quel regard vous portez, vous, en tant que mère, mais aussi grand-mère, sur ces expériences? C'est difficile. Il faut faire très attention, quoi. Est-ce que vous-même, vous avez confié vos enfants ou est-ce que vous les avez gardés vous-même? Non, je les ai confiés aussi. Et j'ai eu aussi une pas très bonne expérience pas avec Sophie, mais avec sa sœur. Une mauvaise expérience aussi? Mauvaise expérience aussi, oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Je sais pas. Elle n'était pas bien. Elle mangeait plus, elle souriait plus, elle jouait plus, donc vous avez je l'ai décidé enlevée. Voilà. De l'enlever. Mais on voit Mais encore c'est vrai que c'est pas une votre chose facile à faire au départ, quoi. On voit que votre fille est très marquée encore, on l'a vu dans le reportage. Beaucoup de culpabilité, extrêmement vigilante. Est-ce que vous n'avez pas peur, Sophie, de créer une forme d'angoisse chez votre fils? J'y ai pas pensé, mais peut-être. Mais après, c'est des questions simples que j'essaie de lui poser. Est-ce que c'est bon, Yvonne, de lui poser autant de questions? Est-ce que tu manges bien? Non, parce que votre fils, finalement, vous répond à moitié et ne vous répond pas directement. Et on sent chez vous que, bien sûr, il faut être vigilant, mais vous êtes transformé en détective privé. Et lui, c'est lui que vous scrutez. Et votre mari a totalement raison de vous dire « calmez-vous », parce que lui, il sent votre anxiété. Donc, il peut vous répondre totalement à côté. Et je crois que par rapport aux nounous aussi, on a oublié de dire qu'il faut essayer de tester comment elles réagissent par rapport à la sécurité. Parce que votre fils aurait pu avoir des problèmes par rapport à la sécurité. C'était surtout ça qui était hyper grave et hyper dangereux. Alors, juste préciser que là, on parle de nounous abusives, excessives, malhonnêtes. Mais heureusement, dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Et c'est souvent des femmes extraordinaires. Extraordinaires, qui sont formées. Et heureusement qu'elles sont là pour que nos enfants qui ont beaucoup de soient créativité, équilibrés. qui s'occupent des enfants. Il faut beaucoup de patience pour s'occuper des enfants. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, pour l'avoir vécu en allant travailler, en ayant beaucoup de travail, c'est très difficile de trouver la bonne place. En tant que mère, de savoir retrouver ses enfants, que la nounou trouve sa place sans en faire trop. Qu'elle ne soit pas une deuxième maman. Qu'elle ne prenne pas le pouvoir dans la maison. C'est très difficile. Très. Et en plus, on leur donne énormément de pouvoir de par nos fonctions et elles ne se gênent pas pour le prendre parfois. Je pense qu'il faut quand même donner un conseil aux jeunes mamans qui nous regardent, parce que souvent on est jeunes, on reprend le travail, on est complètement inexpérimenté, on ne sait pas forcément, on n'ose pas forcément échanger et dire ce qu'on pense, qu'on veut, etc. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Il faut quand même s'écouter, se faire confiance en tant que mère. Déjà, au premier entretien, on a souvent une intuition qui vous parle, mais vous zappez l'intuition. Je crois qu'il faut toujours faire confiance à ses intuitions, premièrement. Ensuite, pour parfaire tout ce sentiment que vous avez, eh bien, le faire avec votre mari. D'ailleurs, lui, il est beaucoup plus cohérent que vous, c'est-à-dire il a moins d'anxiété. Et faire un deuxième entretien avec le mari, regarder un peu comment sont les locaux, tester la nounou par rapport à ses réactivités, comment elle s'occupe de l'enfant quand il s'ennuie, que fait-elle quand il crie, quand il pleure. Il faut tester ses facultés de créativité et ses facultés éducatives, qu'elles aient aussi les mêmes valeurs que vous. Est-ce qu'on a raison de penser qu'un enfant s'attache à sa nounou et qu'il vaut mieux garder la même très longtemps que de changer souvent pour ne pas qu'il s'attache? Moi, je crois qu'il faut qu'il ait une nounou à laquelle un peu il s'attache, parce qu'il n'y a pas ces fractures, il n'y a pas cette posture abandonnique. Et c'est pour ça que Anne était au fond liée à cette nounou qu'elle gardait, parce qu'il y avait un lien avec les enfants. Pourquoi c'était important, Sophie, pour vous de témoigner aujourd'hui? Pour essayer de m'enlever cette culpabilité que j'ai encore en moi.
J'ai vu plein de signes avant et... Il faut oser parler, en tout cas, ça c'est Voilà. sûr. Il faut oser dire les choses quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut oser le dire à sa nounou. Bon, même gentiment si c'est un petit truc, mais il faut déjà oser, oser dire. Parce que là, vous avez pris beaucoup sur vous sans rien dire, alors que les choses, vous les voyez, vous en étiez témoin. Et c'est ça qui est très dur à vivre. La culpabilité est improductive. Je crois que ce que vous auriez dû faire, c'est plus vous affirmer. Et plutôt que d'être inquiète, vous affirmer dans vos décisions et dans vos choix. Pierre, alors que vous étiez en vacances avec votre petit garçon, celui-ci vous a révélé que la fille de sa nourrice avait eu des gestes déplacés. C'est ça. Quelle décision avez-vous prise à la suite des révélations de votre fils? Alors la première décision, c'est de le retirer. Donc il est hors de question que l'enfant retourne dans un cadre où il a été agressé et violenté. Donc deuxième décision, c'est la dénonciation là auprès de la direction, donc ce qui s'est fait. Et après, tout de suite immédiatement, c'est de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'il puisse exprimer ce qui s'est passé, qu'on puisse aussi, je dirais, avoir des éléments concrets pour pouvoir aussi apporter ces éléments concrets au cadre qui est normalement censé, je dirais, encadrer cette nourrice-là, parce que c'est quand même une nourrice du Centre communal d'action sociale, donc assistante maternelle. Donc on a décidé à ce moment-là de de l'emmener chez une pédopsychiatre. Et donc, on a fait une première séance, voilà, avec cette pédopsychiatre, donc le papa, la maman, sans l'enfant, et après, donc, une séance où là, il était seul avec cette pédopsychiatre. Est-ce que vous avez envisagé de porter plainte? Alors, on avait envisagé de porter plainte. J'ai un ami qui est avocat. Je lui ai demandé conseil, je lui ai donc expliqué le contexte. Une nourrice qui n'a pas eu de geste sur mon fils, mais donc la fille qui a 21 ans, qui est placée dans un IME et qui a eu les gestes. Et là, il me dit, oh là, attention, c'est très dangereux, parce qu'il me dit, c'est pas la nourrice qui est fautive, elle est fautive parce qu'elle est fautive parce qu'elle n'a pas protégé ton enfant, mais c'est la fille de la nourrice qui sera reconnue de toute façon irresponsable de ses gestes, qui va aller en justice. Il me dit, il y aura quelque chose pour la nourrice, mais il me dit, la personne concernée et les actes, c'est la fille de la nourrice. Il me dit, alors là, il me dit, tu as intérêt d'être, d'ailleurs son terme, ça a été de me dire, tu as intérêt d'être blindé d'argent, parce que l'État va se retourner contre toi, et c'est toi qui vas payer très cher pour diffamation. Du fait qu'elle aurait été reconnue irresponsable. Alors que vous avez décidé de faire. Après, il y a un autre élément, ça a été les expertises. Et là, on nous dit, oui, expertise contre expertise, expertise contre expertise, ça peut durer des années. Donc, toujours pareil, on repart à l'essentiel. Qu'est-ce qui est privilégié? La protection de l'enfant. Et là, on se dit, OK, nous, notre intérêt, il est petit. Il a 3 ans, il peut s'en remettre. En tout cas, on va tout faire pour qu'il s'en remette. Et si on fait des expertises et contre-expertises, on va l'enfermer dans ce qui lui est arrivé. Donc, voilà. La pédopsychiatre, ça a été, il y a eu plusieurs séances. Alors la pédopsychiatre, il y a eu là, oui, beaucoup de séances. On y allait une fois tous les 15 jours, après tous les mois. Il y était un peu plus d'1 an. Voilà. Ouais. Et il lui disait quoi? Il dessinait quoi? La pédopsychiatre, donc, lors de la 2e séance, à peu près, avec mon fils, donc on la voit, mais sans notre fils présent avec nous. Il était dans une salle où il jouait, une salle de jeu. Et elle nous dit, voilà, je suis au regret de vous dire qu'on vous a cassé votre enfant. Donc à ce moment-là, nous, on ressort de là, vidés, laminés, on pleurait comme des madeleines. Et on était démunis, quoi. On vous dit ça, vous dites comment il va grandir, comment il va évoluer. Il semblerait que la thérapie ait marché. Je crois que ce qu'il fallait faire avec ce petit enfant, c'est tout simplement faire un peu de psychodrame et faire en sorte qu'il la mette en prison quelque part, lui, que le procès se fasse et qu'on dise à l'enfant, mais écoute, tu sais, cette fille, voilà, elle t'a pas fait du bien, mais on va la punir. Alors, pour cette notion de bien et de mal. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Ah bon, voilà. C'est-à-dire que donc, mon fils, donc, lors d'une séance, donc, s'est jeté vers le téléphone de la pédopsychiatre
et en disant il faut mettre cette personne en prison. Donc après, l'ensemble des séances ont eu lieu avec des jeux où ils mettaient cette personne-là en prison et ils pouvaient extérioriser la violence intérieure qu'il avait. Ça. Voilà. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a 15 jours, parce que j'ai un peu testé certaines choses, et je lui dis, mais tiens, tu te souviens, cette nourrice? Oh oui, qui me dit, je m'en souviens très bien, il me dit, elle est comme ça physiquement, et il me décrit l'appartement, mais c'était incroyable, quoi. La cuisine à tel endroit, la chambre à tel endroit, le séjour à tel endroit, la porte à tel endroit. Et là, je me suis dit, c'est quand même impressionnant. Alors, à côté de ça, je lui ai demandé pour une autre nourrice qu'on a eue, je sais qu'il est resté 4 ans, où ça s'est très bien passé. Oui, après. Est-ce que vous avez pu à nouveau faire confiance à quelqu'un après ça? Ah, c'était très difficile. Ouais. C'était très difficile. Donc, du coup, je suis resté à la maison. Vous avez arrêté de travailler? Voilà. Et puis à nouveau, vous avez fait confiance à quelqu'un? Et à nouveau, en fait, parce qu'on nous a recommandé quelqu'un qui n'était pas une assistante maternelle d'État, on nous a recommandé une nourrice qui était vraiment extraordinaire. Est-ce que ça a eu des conséquences sur votre vie de couple et de famille, cette histoire? Oui, on n'a pas eu de deuxième. Par peur de devoir le confier à quelqu'un? Par peur de le confier, oui. Ouais. Parce que comme ma compagne avait toujours eu, on va dire, la situation la plus forte, bon, après, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a aussi un train de vie. Et donc, ça aurait été moi qui serais, je dirais, resté pour m'occuper du deuxième. Et là, j'ai dit, non, c'est où je reste et je m'en occupe, mais pas je reconfie, quoi. Voilà. Et donc surtout que la nourrice qu'on avait eue la dernière avait arrêté son activité pour des raisons personnelles. Donc ça voulait dire rechercher encore une nourrice, repasser par ce fameux passage d'intuition, je fais confiance, je fais pas confiance, pas évident. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être rongé par la culpabilité? Pour reprendre ce que disait madame, oui, bien sûr. Bien sûr. Pendant longtemps? Peut-être encore aujourd'hui. Quelle culpabilité de ne pas avoir vu? Alors la culpabilité, c'est de se dire, mais mince, puisque finalement on était si bien, je ne bossais pas, pourquoi je ne suis pas resté à la maison, je me suis occupé de lui. Voilà, c'est ça. Et puis après, c'est de ne pas avoir vu, bien évidemment, de l'avoir abandonné, de ne pas avoir senti, quand pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, votre enfant, tous les matins, vous serre comme ça dans ses bras, vous étrangle et pleure, vous vous dites, c'est pas possible, j'aurais dû... quand même voir. Est-ce que ça a eu des conséquences dans la relation que vous avez établie avec votre fils? Ah oui, positive, bien positive. C'est-à-dire, vous avez été oui et non. très protecteur? Alors, positive parce qu'effectivement, j'ai une vraie relation de complice avec lui. Je suis très, très, très proche de lui, très à l'écoute, très en dialogue. Je discute tout le temps, enfin, depuis toujours avec lui. Et par contre, trop protecteur. C'est-à-dire que j'ai un mal inouï à le laisser... encore un peu maintenant. Et vous pensez que vous n'auriez pas été comme ça je pense que j'étais déjà un peu papa poule à l'époque, mais ça l'a amplifié. Ça l'a amplifié. Très bien. Ça vous a fait du bien de venir en parler de cette bien histoire? Bien sûr. Bon. C'était le but aussi. Merci en tout cas d'avoir eu le courage et la force de venir témoigner aujourd'hui. C'est aussi des histoires fortes qui nous attendent sur le plateau de l'Histoire continue. Merci Yvonne. Je vous propose tout de suite d'ouvrir la seconde partie de notre émission dans laquelle j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir une fidèle de notre programme. Il s'agit de la pétillante Sophie Favier, qu'il est inutile de vous présenter puisque pendant des années, elle a fait partie de votre quotidien. Elle est notamment apparue pendant longtemps aux côtés de Christophe de Chavannes dans son émission Coucou, c'est nous. Nous allons tout de suite prendre de ses nouvelles et juste après, nous retrouverons Nadège qui vivait très mal son obésité. D'abord, Sophie, bonjour, merci d'être là. Ça nous fait plaisir de vous voir. Il y a un peu plus de 5 ans, vous étiez venue dans une émission intitulée Célébrités, comment gèrent-elles leur image en devenant maman? À quel âge aviez-vous eu votre fille Carla Marie? À 30 ans, donc tard. Enfin, quel a été le déclic pour vous lancer dans la maternité? Déjà, c'est une rencontre, une fabuleuse histoire d'amour. Et puis, le déclic, il est tout naturel. J'aime beaucoup les enfants. J'avais cette fibre de maman italienne. J'aurais adoré en avoir au moins 4. Et alors, c'est pour ça que vous dites que c'est arrivé tard, parce que vous n'aviez pas fait de rencontre auparavant qui vous a donné envie? Si, mais j'ai vécu une longue histoire d'amour pendant 10 ans. Je pense que j'ai grandi avec cette personne et puis on s'est séparés. Et j'ai ensuite connu le père de ma fille. Mais j'ai surtout beaucoup travaillé. Vous savez combien ce métier nous prend. Et j'ai commencé très très jeune, parce que j'avais 18 ans. Donc voilà, j'ai grandi à la télévision.
Et puis après, voilà, l'horloge biologique vous appelle et puis ça se fait comme ça, en fait. J'ai pas franchement calculé, mais... Alors, vous étiez à l'apogée de votre carrière médiatique et pourtant, vous avez fait le choix d'avoir un enfant. À la naissance de votre fille, on vous a beaucoup vu dans la presse avec votre bébé, mais très vite, vous avez dû revoir vos priorités. La maternité a-t-elle été un frein à votre métier d'animatrice? La réponse tout de suite en images. Le jour où j'ai été maman, mais j'ai été infernale. Il n'y a rien qui manquait. Si Sophie Favier souhaitait depuis très jeune travailler à la télévision, un autre désir l'animait plus encore. J'ai vécu 10 ans très très jeune avec un garçon et puis en fait on a grandi ensemble, mais nous n'avons pas fait d'enfants. Et puis après j'ai rencontré le grand amour de ma vie, le père de mon enfant. Et l'annonce de sa grossesse avait suscité une réaction quelque peu inattendue de son producteur de l'époque. J'étais donc dans l'écurie de Gérard Louvain. Et un jour, tout excité, il me dit « Écoute, c'est formidable, on vient de signer Interville, voilà, tu vas pouvoir courir après les vachettes, c'est formidable. Tu vas garder ta ligne ?» J'ai dit « Ouais, c'est super, je suis enceinte de 3 mois. » Et là, il s'est effondré. Il m'a dit « Mais en fait, tu n'y penses pas, tu es à l'apogée de ta carrière, tu vas tout perdre. » Et puis après, il m'a serré bien fort dans les bras, il m'a dit « C'est la meilleure nouvelle que tu puisses m'annoncer. » Voilà. Est-ce que vous a proposé des projets d'émission ensuite, quand vous êtes devenue maman? J'ai eu plein de propositions que j'ai absolument toutes refusées. Parce que ça ne me correspondait pas, c'était sur l'image, sur le corps, la beauté. Moi, je ne me retrouvais plus, j'étais une maman à la maison, le bain, le petit canard qui flotte, tout ça. Sophie Favier était très impliquée dans son rôle de mère et elle se consacrait pleinement à sa fille Carla. J'ai tout le temps envie de l'embrasser, de dire que je l'aime, je suis très possessive. Elle est trop possessive, cette maman? Je sais pas, enfin, elle m'aime beaucoup. Ah ouais, beaucoup, ouais. J'ai l'impression. Hein. Beaucoup, elle vous lâche pas, elle est tout le temps avec vous, quoi. Bah, je sais pas, elle s'occupe tout le temps de moi, tout le temps pour savoir si je vais bien. C'est ma vie, mon sang, mes veines. Après l'émission, mère et fille sont toujours aussi proches, mais leur relation a évolué. Coucou, ça va? Oui. Et toi? En forme? Ouais, toi? Passez une bonne journée? Bon, tu rien? Carla est aujourd'hui une jeune femme de 18 ans et elle est très attachée à son indépendance. Est-ce que je peux espérer d'avoir quelques jours avec moi en vacances, soit un petit peu entre mère et fille? Un petit créneau entre tes copines et tes copines, ça serait top. Ouais, faut qu'on voit, faut qu'on réserve. Aujourd'hui, je pense que je suis une maman qui a ses défauts, hein, mais qui est plutôt juste et il y a du partage, il y a ce dialogue. Elle n'est pas autant possessive qu'avant. Je m'efforce de ne pas l'être, de ne pas être étouffante, parce que mon désir, c'est de la voir s'épanouir et vivre sa propre vie. Enfin, en aucun cas, je me permettrais de m'immiscer. C'est aussi ça, de l'amour, c'est laisser l'autre libre. Donc, je ne suis pas inquiète de la suite. Mais Sophie Favier n'en a pas délaissé pour autant son instinct maternel. Coucou. Ça va? Toi? Ça va. Et non, elle n'est pas devenue directrice de centre aéré. Mais elle aide de temps à autre Bruno, son compagnon, responsable d'un parc d'attractions. Même si ce n'est pas toujours gagné. Non, non, c'est trop dur. Ici, c'est vraiment l'image du bonheur, de la simplicité. C'est vrai qu'il y a un petit peu de nostalgie dans le sens où je trouve que ma fille a grandi trop vite, quoi. Le fait de venir ici, d'être entourée de jeunes enfants, eh bien, je retrouve ces ambiances, des petits plaisirs simples de la vie, quoi. Et puis voilà, de se dire, bah, la vie, elle est passée vite. Aujourd'hui, ma fille, c'est une jeune femme, elle a 18 ans. Et voilà, il faut peut-être que je m'occupe un peu de moi aussi. S'occuper un peu d'elle et pourquoi pas revenir sur le devant de la scène. Après 1 an et demi loin des lumières et des caméras, Sophie Favier se sent prête à retrouver les plateaux de télévision. Non mais ça y est, là j'ai l'envie, j'ai à nouveau envie d'être allée dans la lumière, on va dire. Tu sais, la flamme, elle revient et en fait, c'est comme un foyer, quoi. C'est un feu, ça s'entretient, bah, c'est exactement ça. C'est un défi à relever, quoi.
Moi, j'ai vraiment l'impression Oui, que tu es faite pour ça, et puis c'est dommage de ne pas continuer cette aventure. Maintenant, il faut y retourner. Tu vois, par exemple, vis-à-vis de Carla, tu sais, il y a des moments, je me dis, j'ai envie quoi, de l'épater un peu, enfin, de vous épater. Voilà, j'ai envie de me donner rendez-vous avec moi-même. Eh ben, c'est bien. En tout cas, il faut que tu saches que moi, je serai vraiment là pour toi. Et puis, je sais. Puis pour t'aider. Merci, mon cœur. Donc, amoureuse. Oui, je vais bien. Je suis, comme dit la chanson, I'm happy. Donc, votre fille est devenue une vraie jeune femme. Oui. Apparemment, vous avez su lui donner de l'autonomie, de l'indépendance. Ça a dû être un vrai combat contre vous-même, ça. Hein. Ouais. Non, j'ai beaucoup de mal à couper le cordon ombilical. C'est sûr que j'aurais aimé en avoir au moins 3 ou 4 derrière pour pouvoir encore pouponner. Ouais. Mais là, j'ai hâte d'être grand-mère. Mais bon, je sais que j'en ai encore pour un petit moment d'attendre. Ouais. Mais non, mais j'ai une relation très complice avec elle. On parle beaucoup. Pour reprendre tout à l'heure, j'écoutais les histoires de vos invités. Le dialogue est très important. Et puis aussi, c'est cette liberté. C'est aussi une forme d'amour. Très vous avez une nounou, de laisser de l'espace. Alors, j'ai eu la meilleure des nounous, ma maman. Ah bon? Voilà. J'en ai eu une fois, j'ai eu une très mauvaise expérience et ma fille est tombée. La seule fois où je l'ai gardée 2 semaines et la seule fois où délibérément je lui ai laissé un peu d'autonomie, elle l'a emmenée au parc, elle est tombée, elle est revenue avec un énorme hématome et elle m'a dit « mais madame, c'est rien, elle commence à marcher, c'est normal ». Et pour le coup, j'étais un peu aussi timide, trop jeune sans doute. Et j'ai rien dit à cette nounou et maman m'a dit écoute, faut pas laisser passer ça parce qu'aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose. Et je l'ai congédiée. Et vous êtes toujours très proche de votre mère? Très. Nous on est une espèce de clan, on nous appelle d'ailleurs les drôles de dames. De gynécée. Ouais. Est-ce que votre fille, vous l'avez élevée seule? Alors, je me suis séparée du papa de ma fille, mais on est restés très complices. Mais c'est vrai que géographiquement, il habite Marseille, j'habite Paris. Donc, il a quand même été privé de sa fille, beaucoup plus que moi qui ai vécu le quotidien de Carla. Mais ça se passe plutôt bien. Donc, C'est vous qui avez fait le choix de mettre votre carrière professionnelle entre parenthèses? Oui, ça s'est fait tout naturellement. C'est vrai que je me rends compte maintenant qu'elle a grandi, qu'elle a plus besoin de moi, entre guillemets, que évidemment j'ai fait beaucoup de sacrifices, mais je ne regrette rien. Si c'était à refaire, vous accepteriez certaines des émissions qu'on vous a proposées? Probablement pour certaines, pour d'autres non, mais c'est vrai que le métier me manque parce que c'est aussi ça a été le premier grand amour de ma vie, ça a été une très belle histoire d'amour avec le public, mais donc ça me manque évidemment. Je ne crois pas je peux pas imaginer que vous n'ayez pas de proposition de télé, si j'en avais, je serais à la télévision, tout simplement. Oui, peut-être aussi que je refuse beaucoup de choses, mais non, peut-être que j'ai pas eu le vrai producteur, la vraie rencontre aussi. Alors, cette fois-ci, votre fille n'a pas souhaité venir sur notre plateau, car je crois savoir qu'elle ne raffole pas des plateaux de télévision. Elle est plutôt sur Internet. Elle n'est pas une génération télé. Comment vit-elle cette célébrité, votre célébrité? En fait, le plus simplement du monde. Enfin, elle se souvient toute petite que les gens m'arrêtaient dans la rue, etc. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup calmé. Et puis bon, elle a ses chanteurs préférés, elle lit beaucoup. Voilà, donc elle a beaucoup d'admiration, par exemple, pour quelqu'un qui va faire une opération à cœur ouvert, mais pour sa maman, elle trouve que bon, on a des métiers gentils entre guillemets, on s'amuse beaucoup, mais c'est pas très sérieux. Alors elle veut travailler dans la mode, dans le marketing. Donc, mais c'est une jeune fille très construite, très sérieuse. C'est grâce à sa maman, grâce à l'éducation qu'elle a reçue, certainement. J'espère, merci, je le prends comme un compliment. J'imagine. Alors, on voit dans notre reportage que vous pouvez aussi compter sur le soutien de votre compagnon qui vous pousse à aller de l'avant, de reprendre rendez-vous avec vous. Hein, c'est ce que vous disiez. Vous avez pris conscience de quoi en étant à ses côtés? Que je m'étais beaucoup oubliée. Je pense que j'ai vécu 30 ans quand même à la télévision, ce qui est énorme. Alors évidemment, je n'ai jamais présenté le journal de 20 heures, mais j'étais quand même très présente. Et si vous voulez, j'étais une espèce de personnage. Et j'avais toujours cette vie très cachée que personne ne savait. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'ouvrir un peu et de raconter un peu. Parce que les gens dans la rue me culpabilisent aussi beaucoup. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de culpabilité en moi. De quoi? D'avoir abandonné cette première histoire d'amour, parce que finalement, je ne voulais pas faire de la télévision, ça s'est fait tout à fait par hasard. Et je pense que j'avais
quelque chose à rendre parce que j'ai reçu énormément d'amour. Et je continue à en recevoir et j'en donne énormément. Et moi, ma vie, elle est construite autour de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'amour dans ma vie privée va bien, donc j'ai peut-être envie de me mettre en danger ailleurs. Comment vous avez rencontré votre compagnon ? Dans le travail. J'ai été invitée, il est marchand de bonheur, comme il aime à se raconter. C'est-à-dire qu'il est forain, donc il a des parcs pour enfants. Donc il est entouré de petits enfants tous les jours. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, finalement. Il est dans l'empathie, il est finalement assez proche de nos métiers. Il est en représentation, puisqu'il est chef d'entreprise. Et voilà, il se doit d'être respectueux avec les parents qu'il reçoit, aimant avec les enfants qu'il doit amuser. Et chaque jour, il me donne des leçons de vie. Et je trouvais qu'il avait justement ce cœur et cette générosité, cet élan. Et il me donne énormément de force. Bon, déjà, il fait 2 mètres, donc il est très impressionnant. C'est quelqu'un de très festif, qui adore manger, qui aime rire. Il est capable de se rouler par terre avec des mots. Mais enfin, voilà, je trouvais qu'il avait cette belle énergie. C'est tellement rare parce qu'on parle de crise, ça ne va jamais. Donc, nous, on a des métiers quand même qui sont très, très durs. On nous juge et Dieu sait si c'est vrai à travers les réseaux sociaux. Je suis quand même très étonnée avec ma fille de voir à quel point il y a une telle violence dans l'anonymat des réseaux sociaux où les gens se déversent et ont certainement des choses à régler. Et je pense que vos émissions sont très utiles parce que finalement, les gens ont besoin de leur petit quart d'heure américain et de pouvoir s'expliquer, s'exprimer. Et je trouve ça finalement assez sain plutôt que de se déverser sur une toile. Vous la regardez tous les jours, cette émission ? Mais ma fille est très fan de votre émission. Elle sera furieuse que je le dise. Ah bon ? Parce que je pense que c'est pas assumé. Mais elle est très très fan. Elle adore toutes ces émissions sur d'autres chaînes concurrentes où on parle de la vie des enfants. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cela n'existe pas. Mais elle est très très fan. Je suis très étonnée. Est-ce que peut-être elle sera psy un jour ? Je n'en sais rien. À quel genre de vie aspirez-vous, désormais ? Mais la plus douce, c'est-à-dire que c'est un peu désuet ce que je vais vous raconter, mais le chant d'un oiseau, le rire d'un enfant, de vous voir, le fait que vous me receviez, que j'existe encore à la télévision, pour moi, c'est un émerveillement. Vous êtes bouddhiste ? Non, je suis née catholique, mais je respecte la religion, mais je n'en pratique pas une. J'essaie d'être bonne et d'être généreuse avec les gens, ne serait-ce que dire bonjour, merci, au revoir et à bientôt. C'est une forme de politesse. Vous avez toujours été comme ça ou vous êtes revenu à des valeurs essentielles Non, j'espère vraiment avoir toujours été comme ça. Enfin, oui, parce que on me le dit. C'est peut-être ce côté solaire et généreux que les gens aimaient quand vous faisiez de la télévision. Probablement, j'espère. Notre amie Yvonne qui doit goûter. Sophie, que je connais depuis de nombreuses années, a effectivement été toujours dans l'accueil, dans la sympathie, dans la joie, dans la beauté. Vous aimez tout ce qui est beau, tout ce qui est tactile. Pas seulement, je peux aimer ce qui est laid aussi. La vie n'est pas faite que de beauté, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais voilà, non, il y a suffisamment de laideur qui nous entoure, d'épreuves dans la vie pour ne pas se la simplifier. Voilà, et simplement, ne serait-ce que de prendre des nouvelles d'un ami ou de téléphoner à sa mère. Moi, j'ai perdu mon père très jeune, mais beaucoup de gens connaissent ce drame de perdre son père ou sa mère. Et ça a été une véritable punition, puisque j'avais pas de repère, je ne savais pas ce que c'était qu'un homme. Et j'ai été élevée quand même par une mère et par un frère, mais une mère très absente qui travaillait beaucoup. Donc moi, quand j'ai eu cet enfant, j'étais un peu certainement en panique et je voulais tellement bien faire. Donc j'ai tout abandonné. Bon, Sophie, vous allez revenir sur d'autres thèmes. Nous en avons coché au moins 2. Oula, il y a du boulot. Vous allez revenir. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec Gérard Louvain, parce que vous étiez très proche de lui ? Je l'ai vu la semaine dernière sur une chaîne concurrente. Voilà. Je l'ai vu, puisqu'il vous savez, il fait un tour de table le soir. Et alors, il n'a pas envie de vous refaire travailler ? Il m'a... Pourquoi pas ? Je ne sais pas. J'adorerais, mais c'est aussi une rencontre. Je crois que après Christophe de Chavannes, sincèrement, je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire pour vous. Voilà. Je crois que j'ai vécu la plus belle histoire qui soit entre un homme ou une femme, enfin un patron et son employé. Attention, parce qu'on va croire que c'est une histoire d'amour. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est une forme d'amour parce qu'on est dans la séduction aussi. Et c'était tellement fort, on a eu tellement de succès qu'après, je crois que c'est la peur au ventre de me dire, mais est-ce que je vais reconnaître ça ? Est-ce que j'aurai du respect pour mon patron, pour mon futur patron ? Alors, voilà, je suis restée dans mon coin, dans ma petite coquille, je me suis renfermée. Bon, en tout cas, vous dégagez une belle énergie, Sophie. Donc, je vous souhaite de retrouver une place au soleil des projecteurs de télévision.
Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Nadège. Il y a 7 ans, Nadège était venue dans une émission sur le thème de l'obésité. À l'époque, elle vivait retranchée chez elle par peur du regard des autres. Et témoigner sur notre plateau était pour elle un véritable défi. Alors, avant de découvrir ce qu'est devenue cette jeune femme, je vous propose d'abord de revoir un extrait de son passage à toute une histoire. J'ai l'impression d'être un monstre, quoi, enfin, de ne pas être une personne normale. À 25 ans, Nadège était obèse et n'assumait pas son corps. Vous n'avez pas voulu nous dire quel était votre poids exact? Mais parce que j'ai honte. C'est pas un corps, c'est une chose. C'est affreux, quoi. C'est surtout ça, là. Et les bras. Et ça. Alors ça, dès que je peux, je le cache. N'acceptant pas son poids ni ses formes, Nadège vivait dans une grande solitude. Je sors pas déjà. Vous n'avez pas le droit de vous amuser? Mais je me l'interdis un peu, ouais. Quand vous croisez des gens dans la rue, généralement, qu'est-ce que vous voyez dans leur regard? Du mépris, enfin, ils se moquent. Ils ont un petit sourire en coin, ils sont mesquins. Des réflexions. La baleine, la grosse. Si on la pousse, elle roule. Blessée par ces critiques, Nadège préférait rester dans l'ombre et passer inaperçue. Moins les gens me voient, mieux ça va. Comment vous faites pour vous faire petite, alors? Ouais, j'ai des petites astuces quand même. Enfin, j'essaie de me cacher, je fais certaines positions, certains trucs, je me cache comme je peux. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous décontracter, en fait? Non, je suis toujours sur le qui-vive, quoi. Une inquiétude permanente qui rappelait quotidiennement à Nadège sa situation et son mal-être. Le moindre chose qu'on fait, attacher ses lacets, passer d'une chaise à l'autre, enfin, passer entre deux voitures, il y a toujours plein de choses qui nous font qu'on ne peut pas oublier. Ouais, comment votre dernière relation amoureuse, Nadège? Boulu. Boulu. Je sais pas, il y a un petit moment déjà. Si on vous dit que vous avez un joli visage, par exemple, vous le prenez comment? Mal, parce que j'ai pas qu'un visage. J'ai 2 bras, 2 jambes et j'ai un cœur, tout simplement. Escos, en Ariège. C'est une Nadège complètement métamorphosée que nous retrouvons aujourd'hui. Nadège a perdu 80 kilos grâce à un bypass. Et toute sa vie en a été bouleversée. Elle qui s'enfermait dans son mal-être est aujourd'hui la maman épanouie d'une petite Ilaya, 4 ans. Pouvoir faire un peu de sport, ça fait du bien, et en plus avec ma fille. Avant, je pouvais pas faire du tout de sport et à cause de mon poids, et maintenant, c'est que du bonheur. Un régime, un enfant, et ce ne sont pas les 2 seuls changements. Nadège partage à présent sa vie avec Robin, un agriculteur rencontré il y a 3 ans. Ah mais vous arrivez alors pour faire les cochons? Et oui, t'es... Va. Allez, tu prends un seau? Tu veux celui-là? Il est pas trop lourd. Allez. On y va? T'as vu des petits cochons? Regarde. Nadège profite aujourd'hui de moments complices en famille. Faut être gentil parce qu'ils ont peur de toi. Vas-y. Vas-y. T'as vu? Il y a 7 ans, jamais j'aurais cru être en couple, avoir un enfant. Non, j'étais tellement désespérée que j'aurais jamais cru. Aujourd'hui, je qualifierais ma vie de parfaite. Parce que j'ai une fille super, un copain super. Par rapport à tout changement, je dirais que je suis fière de moi. Ouais, je suis fière d'être arrivée là où je suis aujourd'hui. Ça, c'est ma famille. Mais si tout cela a été rendu possible, c'est grâce aux efforts de Nadège pour mieux s'alimenter. Des efforts qui restent quotidiens. Pourquoi il faut manger des fruits, Laïa? Parce que c'est très important et les bonbons, c'est pas bon pour la santé. Oui. Moi, je suis trop hâte de manger cette salade de fruits. Tu as hâte de manger la salade de fruits? Oui. J'ai peur de regrossir. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on partit, je fais attention à ce que je mange. Alors maintenant, cuisiner, c'est un plaisir parce que avant, je cuisinais pas, je mangeais que des pâtes. Franchement, j'avais pas envie de cuisiner. Et maintenant, j'adore ça et je cuisine beaucoup et pour les amis, la famille, et, ils aiment ça. J'ai pas envie qu'elles connaissent, qu'elles subissent ce que moi j'ai connu. Donc je fais très attention à ce qu'elles mangent. Aujourd'hui, Nadège profite de la vie.
suis bien contente de t'avoir trouvé quand même, sinon je mangerais pas aussi sain, je pense, maintenant. Bah ouais, c'est bien. Moi, je vois quand même que de plus en plus, plus ton opération, tout va de mieux en mieux. Prendre soin de toi. Tous les jours, ça se voit que tu te sens mieux dans ta peau et puis qu'on est de plus en plus heureux. Donc, c'est merveilleux. Tu sais que pour moi, t'es la plus belle. Oh, c'est trop mignon. Oui, On trinque? J'ai envie de trinquer. On va trinquer à ma nouvelle vie, à vous deux, au bonheur que vous m'apportez. Maman, je t'aime. T'es belle, t'es une belle princesse. Mouah. Ah ben... La métamorphose depuis la dernière émission. Vous avez perdu combien de kilos? 80 kilos, j'ai perdu. 80 kilos, c'est énorme. 80, ouais. Quel était le sens de votre démarche la première fois que vous êtes venu sur notre plateau? La première fois que je suis venue, c'était pour expliquer que c'était une maladie, que c'était pas voulu, que c'était difficile de vivre avec. Et je le subissais plutôt que je ne vivais. Je ne vivais pas. De quoi vous aviez pris contact, conscience au contact de nos autres invités? En fait, la première fois que je suis venue sur l'émission, il y a une invitée qui disait qu'elle le vivait bien. Et non, stop, on ne vit pas bien une obésité. C'est pas possible. On ne fait rien comme les autres, on ne peut rien faire comme les autres et on ne fait rien, de toute façon. Est-ce que vous aimez regarder cette photo? Non. Ce serait sympa de l'enlever, peut-être, non, la photo? Oui. Quel impact notre émission a eu dans votre vie? Ça a été un élément déclencheur. Un élément déclencheur. Après, là, j'ai vu qu'il y avait des solutions, qu'on pouvait bouger, qu'on pouvait faire plein de choses. Et c'était important de le faire, je pense, à mon niveau. C'était vraiment important de le faire. Vous aviez quel âge quand vous avez subi cette opération? 2011, 29 ans. Ouais. En 2009, Sophie Jean-Luc, vous avez également reçu sur le thème des régimes. Que vous inspire le témoignage de Nadège? Le meilleur, parce qu'il y avait une vraie souffrance, donc je crois qu'elle en a terminé. On sent un beau visage épanoui, une femme pleine de vie. Et comme vous le disiez, c'est extrêmement dangereux pour la santé. Et l'obésité morbide est une vraie maladie, tout comme l'anorexie, qui est le contraire. Et voilà, et je crois que quand on a le dégoût de son corps, de sa propre image, je crois qu'il n'y a rien de plus déroutant, de plus dérangeant et pour soi et pour les autres, puisqu'on n'est absolument pas capable d'aller vers les autres, puisqu'on n'arrive pas à être bien avec soi-même. Donc, on n'a aucune estime de soi, donc on ne peut rien faire, on ne fait rien. La vie est un poids, dans tous les sens du terme. Ah oui, là oui. Vous aviez été touchée par l'empathie de Jean-Luc? Ah oui, son regard. Ça m'avait fait quelque chose dans le cœur, son regard, je me rappelle, c'était vraiment de l'empathie, c'est ça, il était triste pour moi, mais dans le bon sens du terme. Et du coup, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, je ne veux plus voir ça dans le regard de personne, parce que ça m'a fait du bien. Je voyais qu'il comprenait ce que je vivais, mais du coup, je me dis, il ne faut plus que les gens me perçoivent comme ça. Je ne veux plus. Le rapport que vous avez avec votre fille, on parlait de Sophie et de sa fille, vous aussi, le lien est fort? Oui, ah oui, c'est ma petite perle. Je fais très attention à elle, trop même, aussi, on me le dit souvent. Mais oui, je fais très très attention à elle et à ce qu'elle mange aussi. D'ailleurs, elle le dit d'elle-même, hein, la salade de fruits c'est bon, les bonbons, non quoi. Ouais, elle le dit d'elle-même. Oui, oui, oui. À quel point votre vie a-t-elle changé depuis que vous l'avez auprès de vous? C'est pas que je vis à travers elle, mais je vis pour elle. Et j'ai fait aussi ça pour elle. J'ai voulu changer pour elle, pour pas qu'elle ait honte de moi à l'école. Je voulais faire des activités avec elle. On faisait de la gym. Bon, à cause des réformes, on a arrêté, mais je fais beaucoup de choses avec elle. Ne serait-ce que s'asseoir par terre, jouer au cube avec elle. Avant, je pouvais pas. Je pouvais pas m'asseoir. Enfin, si, je pouvais, mais je pouvais pas me relever. Maintenant, je peux. Et puis, il y a 7 ans, vous étiez même persuadée de ne jamais rencontrer l'amour. Oui, ah oui. Ah, j'étais... je vivais pas, hein, c'est fou. Hein. Et puis, vous l'avez rencontrée. Oui. Robin, comment? Dans un magasin d'ameublement. C'est sexy. Ouais, il peut besoin de faire une autre émission. Alors, racontez-nous la scène. Moi, j'adore l'histoire de rencontre. Oui, j'entends. J'adore ça. C'est une romanesque, une romantique. Oui, mais bien sûr. Et puis, j'allais changer mes meubles. Et puis, lui avait besoin aussi d'une télé ou d'un ordinateur, je sais plus. Et j'ai croisé son beau regard bleu. Et fatal. Voilà, ça a fait qu'un tour. Non, ouais. Après, il m'invite à boire un café.
J'ai dit oui. Ah ouais, d'accord. J'étais avec une amie, bon, on l'a un peu mis de côté, la pauvre, mais elle était mariée. Qu'est-ce qui vous a fait... Enfin, qu'est-ce qui l'a fait craquer chez vous, vous le savez? Il vous l'a dit? Que j'avais la joie de vivre, mes yeux. Avant, je prenais mal, on me disait, t'as un beau visage. Je disais, oui, mais je suis pas que ça, il y a aussi autre chose. Et maintenant, comme Sophie vous m'avait dit, vous avez un beau visage, ben, je le prends bien. Je suis fière de moi. Je suis pas qu'un visage maintenant, je suis moi. Je suis une personne. Alors, quelle est la prochaine étape sur le plan physique? Alors là, j'ai fait l'abdoplastie circulaire. Et là, courant avril, je vais m'occuper des jambes parce que bon, c'est difficile de mettre du 42 au niveau, voire plus, au niveau des jambes. Et du 38-40. Donc je passe mon temps à remonter le pantalon, donc c'est un peu désagréable. Eva Longoria sort de ce corps. Maintenant, elle va viser la perfection. Ouais. Non, je ne veux pas être parfaite, je veux juste ah oui, être vous-même. moi. Bah, voilà. Être moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Que ça continue, que je m'amuse encore comme je m'amuse, comme je profite de la vie. Et voilà, Ilaya m'a dit qu'elle était prête à prêter ses jouets, donc à voir. En général, quand on vient dans cette émission, on pense à ceux qui regardent. J'imagine que vous pensez aussi à ceux qui souffrent d'être en surpoids, peut-être. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'il y a des possibilités, qu'il ne faut pas rester tout seul dans son coin, qu'il faut trouver quelque chose qui vous booste, qui ayez un déclic. Il faut avoir ce déclic, il ne faut pas rester comme ça. Le déclic, ça a été le regard de Jean-Luc. Le regard de Jean-Luc, oui. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça qui a été le déclic, l'élément déclencheur. Ilaya, voilà votre fille. Bonjour. Tu dis bonjour, Ilaya. Oh. Ma père. Merci en tout cas d'être venue nous voir. Rien, bonne chance pour la suite, pour les opérations. Et puis j'imagine que vous reviendrez nous voir pour nous raconter. Oui, sans aucun problème. Je vais vous demander de signer à toutes les deux le grand livre de l'histoire continue. Merci. Voilà Sophie. Merci pour votre confiance, vos témoignages. À bientôt pour d'autres témoignages d'ailleurs. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci beaucoup. Ma sœur, c'était ma confidente, on était très fusionnels, c'était aussi mon modèle. On faisait beaucoup de choses ensemble à la maison. C'était ma nièce. Comment elle a pu faire ça? Cette femme, dont elles étaient si proches, entretenait une liaison avec leur mari. Je l'ai entendu discuter avec des amis qu'on recevait, qu'il avait rencontré quelqu'un que je connaissais très très bien. Ma fille aînée m'a annoncé que son papa embrassait sa tante sur la bouche. Comment ont-elles fait face à cette double trahison? Je suis allée me réfugier dans un endroit perso et j'ai écrit une lettre d'adieu. J'ai craqué complètement. J'ai pas eu vraiment d'explication. Je crois que j'ai même pas cherché à avoir une explication. Ça avait le mérite d'être clair, quoi. Sur le plateau de Toute une histoire, elles viennent chercher des clés pour avancer. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Pourquoi elle m'a fait ça? J'essaie de tourner la page, mais j'ai encore du mal. Il y a quelque chose qui me bloque. Ce qui est compliqué dans ce genre de trahison, c'est que c'est impossible d'imaginer d'être trahi par un membre de sa famille. Je me suis dit, il faut que j'avance. Je peux pas rester avec la rancœur, la rage et tout. Je me suis reconstruite, ça va bien.